Donc je vais essayer de balayer la nutrition en fait, hein, mais pas forcément que la nutrition du sportif de haut niveau. Je travaille aussi beaucoup avec des gens qui font justement pas énormément de sport ou qui en font un tout petit peu. Et finalement l'idée c'est d'améliorer aussi leur performance parce que lorsque les gens s'alimentent plutôt bien, eh bien, ils réussissent à faire l'exercice physique qu'ils ont envie de faire. Et augmenter la performance de quelqu'un à n'importe quel niveau que ce soit, ça c'est quand même très très intéressant. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que l'impact de l'alimentation sur l'organisme, la preuve n'est plus à faire. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à l'os, que l'on s'intéresse aux articulations, les pathologies métaboliques, le mental, tout ce qui est vasculaire, on a des preuves irréfutable que l'alimentation a un impact favorable sur tout ça. Lorsque on étudie maintenant de plus en plus l'activité physique, ben vous voyez, j'ai changé que le titre, eh bien on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le plus puissant médicament qui existe pour être en bonne santé sans effet secondaire, c'est de joindre l'activité physique et l'alimentation. Et du reste, la nutrition, ça englobe les deux. C'est-à-dire que quand on parle de nutrition, on ne parle pas que de l'alimentation. La nutrition, c'est l'activité physique en fait. Les deux. Bon, alors, j'ose croire que tout le monde ici en est convaincu. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne seriez pas là. Enfin, il me semble. Quand on s'intéresse à la performance, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quand même la génétique. Parce que, comme on discutait tout à l'heure avec le docteur Courrèges, on est champion parce qu'on a un organisme qui permet d'être champion. Mais à tout niveau, on peut améliorer sa performance parce que autant on ne peut pas modifier sa génétique, autant l'environnement peut modifier l'épigénétique, ça s'appelle, c'est-à-dire la capacité à reproduire de l'ADN, allez, pour vulgariser, en meilleure santé. Donc ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est intéressant pour modifier quelque chose qui est dans la génétique, même si on n'est pas fabriqué pour être champion. Ensuite, ce qui est très très intéressant quand on s'intéresse au sport, c'est que l'entraînement qui est dit invisible, c'est-à-dire par exemple le sommeil, c'est de l'entraînement. Le repos, c'est de l'entraînement. Donc quand on fait du sport à haut niveau, moi j'essaie toujours de persuader les athlètes à un moment donné de se reposer parce que c'est quelque chose qui va être intéressant pour la reconstruction cellulaire. Donc tout ça, si vous vous intéressez au sport, considérez quelquefois que si vous vous reposez, eh bien vous pouvez être en train de vous entraîner quelque part. Bon, c'est pas facile pour certains. Et l'alimentation, bien sûr, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement dit invisible. Alors, dans les staffs de sportifs de haut niveau, il y a des encadrements qui sont très très étoffés. Bon, moi j'ai travaillé dans des fédés ou des clubs nationaux, bien sûr, il y a de tout. Il y a des kinés, des médecins, des entraîneurs, des podos, des psychos. Quand tous ces gens-là travaillent en synergie pour un athlète, eh c'est sûr que ça l'amène certainement à gagner de la performance, ça c'est certain. Donc là, on va s'intéresser plus précisément, finalement, à une seule partie, qui est celle de la diététique. Alors, c'est difficile de discuter de sport sans s'intéresser à la composition corporelle, d'accord? C'est-à-dire, si on simplifiait, au poids. Parce que dans le sport, effectivement, le poids, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'il y a un poids de forme qui existe, et celui-là, il n'est pas dicté par des tables, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de chercher un poids idéal sur Internet. Le poids de forme, c'est celui pour lequel la personne se sent le mieux ou est la plus performante, d'accord? Et des fois, c'est pas ce qu'on croit. Et dans le milieu sportif, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le discours qui est celui-là. Trop maigre, trop gros, trop gras. Et des fois, il faut faire attention parce qu'il y a des méconnaissances des mécanismes physiologiques, biomécaniques, métaboliques, de la part, par exemple, de gens qui coachent des athlètes et qui n'ont pas forcément de considération santé, médicale, physiologique ou autre. Et du coup,
c'est un peu vulgarisé à outrance et il faut être très très prudent avec ça. Donc quand on s'intéresse à la composition corporelle, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est facile, c'est le poids, la taille, donc l'IMC. C'est une idée de la composition corporelle. Mais il se trouve que chez les sportifs, c'est parfois faussé. Parce que si vous prenez tous les joueurs de rugby, ils ont des IMC très élevés. Mais comme c'est que de masse musculaire, enfin ou presque, c'est pas vraiment gênant. Donc c'est pas un très très bon indicateur quand on regarde des sportifs de haut niveau qui ont des masses musculaires très importantes. Alors on fait quelque chose qui est par exemple l'évaluation de la masse grasse. On peut le faire par exemple avec des plis cutanés, on pince les plis et on a une idée de la masse grasse. Par contre, la masse grasse, qu'il faut savoir, c'est qu'elle évolue au cours des ans et c'est pas pareil si vous prenez un individu qui a 17 ans, 40 ans ou 70 ans ou 90 ans. Il faut accepter la physiologie humaine qui fait que plus on prend de l'âge et plus on aura quand même de la masse grasse. Il y a bien sûr des mesures qui peuvent être faites de la composition corporelle, mais ça ne se fait pas chez votre médecin, ça se fait par exemple si vous allez dans un service de rhumatologie et que vous faites une ostéodensitométrie. Donc là, vous allez avoir votre quantité de muscle, votre quantité de gras, et vous allez aussi avoir la quantité d'os. Donc ça c'est intéressant, mais ça ne se fait pas tous les jours. Bon, en équipe de France de rugby on le faisait, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent et qu'on pouvait se permettre de faire des DEXA à tous les athlètes et on le faisait assez souvent. Mais ça coûte entre 40 et 50 euros l'examen. Bon, voilà, on le fait que si c'est à risque. Et bon, moi je le fais chez des athlètes dans les sports à catégorie de poids, des fois c'est un peu compliqué, j'ai envie de savoir exactement. Bon, mais sinon on ne le fait pas en pratique courante. Donc l'idée, c'est peut-être pour vous de regarder l'IMC. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut être bien. Et la masse grasse, bon, si vous pouvez l'évaluer, si vous êtes sportif et que quelqu'un vous la mesure, bon, pourquoi pas. Et ça, c'est le niveau au-dessus. Alors, pour vous donner une idée, chez les hommes, c'est chez les sportifs, 8 à 10%, voire 10 à 15, ou 15 à 20. Ça dépend si on est très sportif ou pas sportif. Mais par contre, chez les femmes, il y a une évidence, c'est que la masse grasse doit être plus élevée que chez les hommes. C'est une obligation. C'est elle qui... Les femmes sont la survie de l'humanité. Et du coup, sans masse grasse, c'est fini. Il n'y a pas de survie de l'humanité. Donc ça, il faut le savoir. Donc, pourquoi les femmes ont de la masse grasse, par exemple, au niveau fémoral, c'est-à-dire sur les cuisses, vulgairement, on dit, parce que c'est de la graisse qui ne se mobilise pas. Pourquoi? Parce que c'est de la survie de l'humanité. S'il y a une guerre, une famine, je ne sais quoi, cette graisse qui va se mobiliser au dernier moment sera capable de faire vivre les gens un peu plus longtemps. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas si je vous rassure ou pas, mesdames. Vous restez tranquille avec ça. Hein. Vous avez un peu plus de masse grasse. Et Dieu merci, parce que sinon, on ne serait pas là, quoi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si vous vous occupez des enfants ou des jeunes, c'est là où ça devient problématique. C'est que il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire, et ça, c'est quand même quelque chose dont il faut faire attention. Au-delà de la diététique, il va falloir faire attention à ça. Si on regarde les grands champions, là, vous voyez, il y a des masses grasses qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que là, vous avez du 5%, 6%. Bon, évidemment, c'est des championnes. Alors, après, ce qu'on peut penser, c'est est-ce que le sport à très très haut niveau est favorable à la santé? J'en suis pas sûr pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est là, par contre, on est dans des cas où c'est pas sûr que... Enfin, ça va être compliqué, hein. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon. Alors que chez les garçons, bon, chez les garçons, c'est des masses grasses à 4%, 6%, c'est... Bon, là, il y a 1%, mais à mon avis, c'est une erreur de mesure, hein. C'est-à-dire que ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, vous voyez, ça tolère une masse grasse parce qu'ils ne font pas d'enfants, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous voyez, la masse grasse chez une dame sportive, eh bien, elle peut être autour de entre 10
moi je dirais 15-20%. Et sinon, c'est surtout entre 20 et 30%. Voilà. Après, évidemment, quand il y a un excès de masse grasse, il est évident que pour la pratique sportive de haut niveau, c'est du poids qu'il va falloir transporter. Par exemple, en endurance, c'est compliqué. En course à pied, c'est un peu compliqué. Bon, évidemment, dans le haut niveau, il faut en tenir compte. Quand on s'occupe des athlètes jeunes qui font de l'endurance, c'est au-delà de savoir vraiment ce qu'ils mangent, c'est de savoir s'il n'y a pas des troubles du comportement alimentaire. Alors par exemple, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle un score de Scoff. C'est très simple, hein. Il y a des questions. Par exemple, avez-vous perdu plus de 6 kilos en 3 mois? 6 à 7 kilos. Est-ce que vous êtes inquiet d'avoir perdu le contrôle des quantités? Est-ce que vous faites vomir? Bon, ça déjà, voilà. Diriez-vous que la nourriture domine votre vie? Bon, quand on commence à répondre oui à toutes les questions, ou à la moitié des questions, ou à 2 questions sur 6, c'est que déjà il y a quelque chose voilà, dont il faut faire attention. Par rapport à l'IMC, donc là j'enlève les garçons très musclés, je parle aux jeunes filles ou aux athlètes. Quand on a des IMC qui sont inférieurs à 18, l'IMC c'est le poids divisé par la taille au carré, donc vous pouvez le faire. Quand on a des individus qui sont à 17, 16, ça commence à être un peu compliqué, sauf si c'est constitutionnel. Mais si c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, qui a un poids, un IMC à 15 ou 16, voilà. Donc là, ce qui est par exemple intéressant, c'est que un individu qui mange 1200 calories, c'est très peu, hein, c'est très très peu, et qui fait du sport, il y a des carences inévitables en fer, en micronutriments. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des performances, ça c'est sûr, mais pour combien de temps, ça par contre c'est moins sûr. Ça veut dire qu'un one-shot ou une saison, il peut y avoir de la perf, mais pour combien de temps et sans blessure, ça c'est pas garanti, quoi. Donc il faut faire attention au régime. Le régime c'est quelque chose, vraiment il faut réfléchir à ça tranquillement. Moi, je n'ai quasiment jamais donné de régime à personne. En fait, je travaille juste, équilibré, j'adapte, et ça se passe généralement très bien. Quand on perd du poids très vite, il y a des conséquences de l'amaigrissement qui sont scientifiquement prouvées. On ne peut pas garder la masse musculaire en perdant du poids très vite, c'est impossible. On est obligé de la perdre. Donc si on fait du sport à haut niveau, ben, la masse musculaire c'est trop important, on ne peut pas la perdre. Donc il ne faut pas faire des régimes très sévères. Il y a eu, je crois que c'est les Jeux Olympiques d'Athènes, il y a toute une équipe danoise, ils avaient fait un affûtage tel que les athlètes sont arrivés en ayant perdu vraiment beaucoup de poids. Alors ils avaient l'impression d'être très affûtés. Ils ont eu 0 performance. C'était vraiment, ça se voyait trop, quoi. Donc, bon voilà. Alors là encore une fois c'est chez les filles, hein, s'il y a une perte de poids très rapide et importante, il y a un dysfonctionnement hormonal. Enfin, il peut y avoir un dysfonctionnement hormonal. Les oestrogènes, c'est... Ouais, je pense. Quelque chose qu'il faut comprendre des hormones féminines, c'est que les oestrogènes, c'est des inhibiteurs de la résorption de l'os. Pour simplifier, les oestrogènes vont empêcher que l'os se délite, s'abîme, se dégrade, vous voyez. Donc l'imprégnation oestrogénique, elle est très importante. Le phénomène, il n'est pas très bien connu, hein. Bon, enfin, c'est des histoires d'inflammation, je vais vous passer les détails. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le défaut d'oestrogène, le défaut d'hormones, n'est pas en faveur de la fabrication de l'os. Ce qui veut dire que la prévention de l'ostéoporose chez les jeunes filles entre 18 et 26 ans, c'est capital. Parce que l'os, c'est celui que vous allez garder, enfin qu'elles vont garder, toute leur vie. On ne fabriquera pas de l'os pendant. On aura un capital et on va le garder. Et on va l'entretenir. La meilleure façon d'entretenir l'os, c'est le sport. C'est pas l'alimentation en premier. C'est contraindre l'os à lutter contre la pesanteur. Pour preuve, quand vous envoyez les gens dans l'espace, ils perdent de la masse osseuse. C'est le premier truc. Ils sont obligés de faire du sport dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'apesanteur. Donc si vous faites de la marche, le meilleur truc c'est la corde à sauter. Ça a été prouvé. Mais si vous faites du tai chi, du qigong, si vous
faites des choses où vous luttez contre la pesanteur, vous êtes tout le temps en train de construire de l'os. Si en plus vous mangez bien, alors là c'est gagné. Mais c'est surtout dans la jeunesse que tout ça, ça se fait. Donc retenez-le si vous avez des enfants, des petits-enfants, des gens voilà, que vous devez conseiller. Donc il y a vraiment une relation très étroite. Au niveau de l'amaigrissement, moi je pense qu'il faut que la durée soit au moins supérieure à 3 mois pour perdre du poids. Et encore pas pour perdre 30 kg, mais pour perdre peut-être 5% du poids. Déjà 10% de son poids, c'est beaucoup. Hein. Si on fait 80 kg, perdre 8 kg en 3 mois, pour moi c'est pas mal, c'est mine, mais c'est déjà un peu rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux y aller franchement lentement, mais sûrement. Voilà, si j'ai passé ce message ce soir, franchement je ne serais pas venu pour rien, Marilyn. Donc il faut y aller tranquille, quoi. Alors, pour ceux qui s'intéressent quand même à la prise de masse musculaire, parce que souvent, quand les sportifs viennent, ça les intéresse, le souhait du sportif, il est simple. C'est prendre de la masse musculaire et perdre du gras. Alors, ce qu'il faut savoir, alors là, j'espère qu'il va y avoir des questions quand même, c'est que c'est quasiment impossible de le faire en même temps. On ne peut pas prendre beaucoup de masse musculaire, fabriquer du muscle, et perdre du poids en même temps. Ça, c'est un truc. Ça veut dire que sur un temps assez long, sur 1 année, 2 années, oui, 3 années, ça se fait. Mais sur un temps très court, c'est impossible. Enfin, c'est possible si on passe du côté obscur de la force. C'est-à-dire que si on trempe dans le dopage, bon, alors là, évidemment, tout est possible. Mais moi, je vous parle de choses sanitairement acceptables. Voilà, ça, il faut s'en persuader. Les limites maximum, c'est peut-être, ça dépend des individus, hein, mais c'est d'incrémenter de la masse musculaire sèche. Hein. 3-4 kilos par an, c'est déjà pas mal. Hein. Ce qui veut dire que sur 2 ans ou 3 ans, on peut incrémenter de 10 kilos. Mais franchement, prendre 5, 6 ou 7 ou 8 kilos de muscles en 3 mois, ça c'est pas possible. Sauf peut-être quelques... Non, même pas. Et il faut retenir un truc, il n'y a que l'activité physique qui permet de fabriquer du muscle. Vous ne pouvez pas rester dans un canapé et bouffer des protéines et fabriquer du muscle. Et ça ne marchera pas. Donc voilà, ça il faut en être persuadé. Il n'y a que le fait de faire bouger son muscle qui permet de le garder ou bien de le faire croître. Vous me suivez? Vous le saviez déjà? Ouah, je suis venu pour rien, je te l'avais dit. Bon. Alors, du coup, donc là, il est quand même en train de se demander pourquoi il n'arrive pas à muscler ses pieds, mais bon. Moi, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'on va surconsommer des protéines qu'on va surfabriquer du muscle. Ça, c'est sûr que c'est faux et archi faux. Donc là, moi, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas forcément pour, je suis juste pour adapter une prise de protéines en complément, ou bien naturellement il y a moyen d'en manger suffisamment, à un individu. Quelqu'un qui pèse 90 kg, 100, 110 kg, bien évidemment qu'il a des besoins supérieurs à toi, par exemple, qui en pèse je ne sais pas combien. Mais... Donc c'est évident que tu ne peux pas manger autant de protéines que quelqu'un de super costaud, tu vois. Mais il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui vont manger énormément de protéines parce qu'ils vont penser fabriquer du muscle. Donc là, il faut que le message, si c'est vous qui coachez, il faut être assez clair, quoi, hein, franchement. Mais là, on pourrait en parler pendant 10 ans. Alors, je reviens en arrière, j'ai oublié. J'adore cette photo, mais je l'adore. Elle est magnifique. Mais franchement, il y a un message qu'il faut retenir. Et celui-là, j'espère que vous ne le saviez pas, parce que sinon, encore une fois... Les brûleurs de graisse, ça n'existe pas. Il n'y a que ça qui fait brûler de la graisse, c'est-à-dire le barbecue. Si vous faites du barbecue, vous prenez une viande avec de la graisse. Eh bien, bien sûr, elle va cramer, elle va couler. Mais nous, la graisse, on est quand même assez près des cochons, presque. On a un peu la même, quoi. C'est fin. Ou des singes, je ne sais pas, mais... On a une graisse qui est celle des animaux. Donc pour la faire brûler, il faudrait la brûler.
Mais une pastille, comment voulez-vous qu'elle vous brûle de la graisse comme ça, quoi? C'est impossible. C'est juste parce qu'en fait, les gens, ils font de l'activité physique, ils commencent à mieux manger, et en plus, ils prennent une espèce de brûleur de graisse qu'ils ont acheté à Decathlon, que le mec, il leur a vendu en disant « Waouh !» Et du coup, ils vont penser que c'est ça qui fait brûler. Mais c'est pas du tout ça, c'est parce qu'ils ont enclenché un mécanisme, quoi. Vous voyez? Alors, tout le monde me dit « Oui, ça aide, ça aide, ça aide. » Bon, et bien alors si ça aide, continuez, puisque si l'idée c'est de croire à quelque chose. Mais quelqu'un qui fait rien, qui prend un brûleur de graisse qu'il a payé 30 €, il se passera jamais rien, ça c'est sûr. Bon, sinon ça c'est un peu risqué, mais ça marche. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'équilibre alimentaire. Alors c'est marrant cette photo, parce que c'est... Vous savez que même en mangeant comme ça, les aliments ils vont monter. Hein. L'être humain il est incroyable. Hein. Ouais. Bon, c'est pas le mieux hein, pour manger. Mais il faut, ouais, quand même. Alors, ce que je constate en tout cas, hein, et peut-être ici, hein, c'est que les gens, franchement, les infos, ils les prennent. Ou c'est l'entourage, ou la télé, ou Internet, ou la radio, mais très très rarement auprès finalement des scientifiques, ou des gens, enfin, comme moi, hein, bon, parce que c'est comme ça. Et de fait, lorsqu'on va piocher les infos dans des sources qui ne sont pas forcément finalement très validées ou sûres, eh bien le problème c'est de faire quand même, de piocher des infos qui sont fausses. Alors moi je ne dis pas que j'ai forcément la vérité. Bon, je dis juste que c'est mon taf et que je le fais depuis 30 ans et que je fais que piocher ça et que du coup peut-être j'en sais un peu plus. Voilà. Mais en tout cas il faut quand même se méfier. Après on entend tellement de choses que les gens ils en ont marre et puis finalement bon, ils lâchent l'affaire au niveau du diététique parce qu'ils en ont marre d'entendre trop de choses, quoi. Mais moi je les comprends, hein, franchement. Alors, là je vais essayer d'avoir une vision un peu fonctionnelle de cette histoire d'équilibre. Et bon, j'espère que ça va vous intéresser. Ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le microbiote. C'est des bactéries que l'on a dans tout le corps. On en a sur la peau, dans les cheveux, il y en a, c'est plus de 1000 milliards de bactéries. Mais en tout cas, là où on en a le plus, c'est dans le tube digestif. Et la santé d'un individu et la santé d'un sportif, ça passe d'abord par là. Une des premières questions que je pose à tous les sportifs que je vois, comment ça se passe sur le plan digestif? Est-ce que le transit est régulier? C'est trop important. Et ça, vraiment, l'alimentation, l'activité physique, lorsque c'est équilibré, de qualité, ça fait un microbiote vraiment de qualité. Et du coup, c'est un rempart aux agressions, les virus, les bactéries pathogènes, tout ça. Et du coup, c'est vrai que le tabac, par exemple, ça a tendance à abîmer le microbiote. L'excès de protéines, c'est pas très bien pour le microbiote. En revanche, les fibres, ça c'est très bien. Et les prébiotiques, c'est très bien. Prébiotiques, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. C'est les fruits et les légumes. Point. Ça, c'est des prébiotiques. Ça nourrit l'intestin, en fait, voilà, au quotidien. Et lui, il devient costaud. Si l'intestin est costaud, le reste est costaud. Vous le retiendrez, ça? Ben, vous le saviez déjà aussi. Et voilà. Non? Ah? Je reviens juste là-dessus 3 secondes. C'est que donc, si on améliore le microbiote et d'autres paramètres, on va améliorer, donc, c'est ce que je disais, cette fameuse épigénétique là, là. Et en fait, vous voyez, ça c'est un chromosome. Eh bien, il y a quelque chose qui est au bout des chromosomes qui s'appelle les télomères. On s'est aperçu que quand on avait des gens qui étaient très actifs ou actifs, qui mangeaient bien et tout ça, eh bien, la longueur des télomères était plus longue. Ça, c'est la cure de jouvence. C'est-à-dire que ça fait vieillir plus longtemps et en meilleure santé. Bon, je passe parce qu'on ne va pas passer la journée là-dessus. Mais c'est intéressant, franchement, c'est très intéressant. Par exemple, le tabac, ça raccourcit les télomères. Ça a été montré. Donc ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est que malgré tout, quand on fait de l'activité physique ou du sport, il y a quelque chose qu'on utilise en priorité et plus que les autres. Alors vous le savez, vous allez me le dire, puisque vous savez beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que c'est qui, quand
on fait du sport, ben, on utilise plus que les autres, naturellement. Hein? Non, 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 c'est beaucoup plus simple que ça, quoi. Non, non. De l'eau, non, hein? Un truc, c'est encore plus simple. Oui, forcément, c'est l'oxygène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxygène, bon, heureusement, hein, ça nous fait vivre, mais ça a tendance à oxyder notre organisme. Voilà. Et de fait, ça veut dire que ça, c'est du vieillissement. Alors, c'est quelque chose qui est obligé, hein, mais c'est quand même du vieillissement. Et chez les sportifs, vous voyez, ça peut être 50 fois plus important que quelqu'un qui fait rien. Et chez les sportifs, ça peut être source de micro-lésions, voire de lésions. Donc, l'idée de conjuguer les radicaux libres pour les éliminer, ça c'est intéressant. La meilleure façon de le faire, c'est l'alimentation. Et c'est de le faire avec ça. Encore une fois, ça c'est, vous voyez, c'est des fruits et légumes. Et vous vous apercevez qu'il y a des couleurs. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que si votre alimentation, elle est naturellement colorée, je ne dis pas avec les fraises tagada ou les dragibus, hein. Bon, on est d'accord. Mais si vous avez du rouge, par exemple les tomates, tout ce qui est violet, des baies, tout ce qui est orangé, c'est le melon, les carottes, même le blanc c'est une couleur en fait. Hein. Ça c'est par exemple l'ail, l'oignon, tout ça. Alors le brocoli, je pense que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ah si, c'est juste parce que c'est la couleur qui sort mal. Mais le vert aussi c'est une couleur. Et tout ça, ça veut dire que si vous avez une alimentation qui est colorée au quotidien, et pas tout le temps blanche, mais avec des pâtes du riz. Moi je vois les sportifs, les jeunes, ils font pâtes, riz, pâtes. Des fois ils changent, ils font riz, pâtes. Bon. Et du coup ils n'ont pas tout ça, quoi. Alors après, ils vont antioxyder en prenant des compléments nutritionnels. Donc ça, c'est... Bon, je passe hein, sur les molécules, mais c'est super important. Vraiment, c'est gage de bonne santé, quoi. Et ensuite, il y a eu des nouvelles recommandations qui sont sorties, là, dernièrement, et en fait, qui orientent l'alimentation des personnes. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont... Avant, il y avait 7 groupes d'aliments, ou 5. Maintenant, ils sont passés à 9. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, principalement, s'il y a des fruits, des légumes, des féculents, et ils ont sorti les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les haricots, les pois chiches, c'est bien, vous m'aidez. Ça veut dire que c'est très intéressant nutritionnellement. Si vous pouvez, mangez-en plusieurs fois dans la semaine. Vraiment. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est long, il faut les cuisiner, patati, patata. Eh bien, débrouillez-vous. Mais prenez ce temps. Non, mais on peut se servir de conserve, on peut travailler... Enfin, en tout cas, c'est super intéressant. Et après, le message qu'il vous faut retenir impérativement, c'est que maintenant, les boissons qui ne sont pas de l'eau, n'importe lesquelles que vous prendrez, c'est-à-dire des jus de fruits, des jus de fruits 100% pur jus, sans sucre ajouté, ou bien du jus de pomme, n'importe lequel, c'est un produit sucré, c'est plus une boisson. Alors moi je suis content parce que de toute ma carrière, j'ai toujours dit que dès l'instant où il y a du sucre dans quelque chose, c'était du sucre. Bon. Après je ne dis pas que moi j'en ai bu, hein, je ne suis pas contre. Je dis simplement qu'il faut se faire attention parce que ça amène des quantités de fructose notamment trop importantes. Voilà. Ensuite, les messages clés qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que le poisson, si vous pouvez, 2 fois par semaine. La charcuterie, moins de 25 grammes par jour. Alors, on ne va pas calculer 25 grammes par jour, c'est juste que c'est dans la semaine qu'il ne faut pas abuser de charcuterie. La viande, hors volaille et œufs, 500 grammes semaine. Ça veut dire la viande rouge, le porc, le beefsteak et tout ça. C'est peu, hein? Enfin, pour certains, c'est peu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui va manger un steak de 300 grammes de, je sais pas, de beefsteak. Le lendemain, il mange un steak haché de 200 grammes. Le samedi, la côte de bœuf. Enfin, c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est des recos standardisés. Hein. Si vous êtes ultra sportif et tout, bon, ce sera plus. Mais c'est juste pour retenir le fait de diminuer
les portions de viande, en fait. C'est la tendance. Et bon, le sucre, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, il y a des associations qui sont très efficaces. Enfin, je pense. Et c'est très bête. Vous faites des salades composées, vous mélangez des légumes, crus, cuits, ce que vous voulez. Vous y mettez un peu de protéines dedans, des crevettes, j'en sais rien, du thon. Et vous mettez de l'huile, ça c'est génial. Voilà, ça c'est... Mais ça, il faut le faire plusieurs fois dans la semaine, quoi. Franchement, c'est pas très compliqué, hein, parce qu'en fait, il faut juste couper, et basta, quoi, ça prend pas 1000 ans. C'est juste qu'il faut avoir l'habitude d'aller acheter les légumes et les fruits. Mais j'ai quand même l'impression qu'ici, en Narbonne, c'est pas mal, quoi, pour ça, hein, non? Non? Bon, c'est mieux que chez nous, quand même. Hein. Et après, il y a des associations qui sont très efficaces aussi, quand on fait du sport. Il faut le retenir, c'est de mélanger une céréale avec une légumineuse. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'on peut penser que c'est super calorique. Vous mélangez du riz avec des lentilles, ou bien un truc qui est super connu, c'est le couscous, hein, de la semoule avec des pois chiches. Bon, il ne faut pas manger 3 tonnes, évidemment, mais c'est des associations qui sont très intéressantes. Ça, c'est des associations qui se font encore dans les pays pauvres, parce qu'ils ont compris, et c'est même pas qu'ils ont compris, c'est que le corps humain leur a dicté la conduite. Quand on n'a pas de viande, on est bien obligé d'associer quelque chose pour que ça marche bien. Après, dans les pays riches, dès que les gens migrent et qu'ils arrivent dans les pays riches, ils commencent à manger de la viande. Et ils commencent à être malades. Parce qu'en plus, ils achètent des bagnoles, alors qu'avant, là où ils étaient en vélo, à pied, et bah, voilà. Donc moi, j'ai rien contre la richesse, et manger ce qu'on veut, mais c'est juste que sur le plan de la santé et sur le plan du sport, c'est pas ce qui est adapté en fait. En tout cas, j'ai dit que les jus de fruits, tout ça, mais quand même, c'est intéressant parfois, alors surtout dans le sport de haut niveau, parce que ça facilite parfois les choses, c'est de se faire des jus de fruits soi-même ou des légumes, mélanger les deux. Franchement, c'est idéal. Des carottes, courgettes, betteraves, tout ça. Franchement, la betterave, c'est très intéressant hein, comme produit, hein. Très intéressant. Alors maintenant, là par exemple, je vous montre un menu d'entraînement. D'après vous, c'est bien ça? Bah, c'est pas mal quoi. Il y a un peu de tout, c'est équilibré, il y a des féculents, de la viande. Ouais, ça c'est bien, franchement c'est bien. Voilà, c'est pas très compliqué à faire en plus. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre les compléments nutritionnels, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux en comprimé, en gélule, en tout ce qu'on veut, et l'alimentation? C'est la question que tu me posais tout à l'heure. Oui, il y a une différence parce que dans l'alimentation, on n'a pas encore mesuré tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, là, les scientifiques ont mesuré plus de 4000 molécules dans un fruit ou un légume. Vous imaginez bien que eux, ils n'ont pas mis 4000 molécules dans une pastille. Ils ont mis une dizaine de vitamines, mais donc, du coup, ça n'a absolument rien à voir. Et l'alimentation, ça fonctionne toujours en synergie. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans, ça arrive au même moment. Alors que la complémentation nutritionnelle, une fois c'est la vitamine C, une fois c'est l'autre truc. Le corps humain, il va l'accepter, hein, mais il n'est pas fait initialement, il n'est pas initialement prévu pour ça. Après, j'ai rien contre, hein. Moi j'ai des sportifs, ils font tellement de sport, je suis obligé, je les complémente, c'est obligé. Je sais pas, quand vous avez quelqu'un qui a 15-20 heures de sport par semaine, ou 30, vous imaginez. Alors maintenant le gras. Le gras, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, mais par contre on en a besoin. Et c'est une histoire de qualité en fait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les huiles végétales, ça doit faire partie du quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est les huiles comme ça, là, vous savez, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin. Pourquoi? Parce que c'est des oméga 3. Ça, c'est vraiment quelque chose qui maintenant a fait une preuve incroyable sur la plasticité neuronale, sur les maladies cardiovasculaires. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau du gras, c'est acheter plusieurs bouteilles d'huile, et puis vous bidouillez, un jour l'autre, vous mélangez. Et le conseil qu'il faut
enfin qu'il faut vraiment faire, hein, c'est acheter des bouteilles opaques. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut mettre de l'argent là-dedans, enfin de l'argent. Il ne faut pas acheter des bouteilles transparentes, plastiques, parce qu'elles sont moins chères. Je pense que l'huile, il faut avoir de la bonne qualité et que ça dure longtemps. Et vous les mettez dans les placards. Voilà. Et comme ça, vous êtes tranquille. Parce que sinon, ça va s'oxyder. Ça prend la lumière, ça prend l'oxygène. Et du coup, ça perd de ses qualités. Alors, juste ce tableau, parce que ça pourrait être intéressant, c'est pour vous montrer... ça, c'est les oméga 3, c'est l'acide alpha-linolénique. Et vous voyez que l'huile de colza et l'huile de noix, alors si ça vous intéresse, hein, mais il y a des facteurs qui sont de plus de 20 ou 30. Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup plus riche que notre. L'huile d'olive, c'est un truc vraiment très, très, très intéressant. Mais pour les oméga 3, c'est pas terrible. Donc l'huile d'olive, ça peut être une base que vous avez, qui est très, très bien. Mais essayez d'y ajouter celle dont je vous parlais tout à l'heure. Quelque chose qui est capital aussi, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, les nouvelles recommandations ont augmenté. Après, ça dépend, si vous sortez, vous marchez, vous prenez le soleil, bon, il y a déjà de la vitamine D qui va être fabriquée, donc ça c'est intéressant. Mais si c'est des gens qui s'entraînent toujours dedans, dans des salles, et qui sortent pas trop, c'est compliqué parce qu'ils risquent d'en manquer, quoi. Vous remarquerez que la vitamine D, elle est contenue dans des aliments, franchement, c'est pas ce que mangent les gens au quotidien, quoi. Puisqu'en fait, la vitamine D, c'est une vitamine qui est contenue dans le gras. Et que je sache, l'huile de foie de morue, si vous levez la main, je dis qui boit de l'huile de foie de morue? Bon, ben voilà, c'est réglé, personne. Qui mange du foie? Ah, quand même, quoi. C'est pas mal. Mais c'est pas 100% des gens. Donc la vitamine D, c'est quelque chose, voilà, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de consommer du beurre cru, c'est intéressant. Voilà. Peut-être des abats si vous aimez de temps en temps, bon. Ou alors des fois complémenter un peu si vous sentez qu'il en manque. Bon, ça c'est discutable, mais en tout cas, bon. En tout cas, quelque chose qui est très important, c'est que si vous aimez les poissons gras, sardines, maquereaux, il ne faut pas hésiter. Il faut en manger plusieurs fois dans la semaine. Et l'avantage, c'est que ce sont des poissons qui sont de petite taille. Ce qui veut dire qu'ils sont au début de la chaîne alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire dans l'eau? Ça veut dire que ce ne sont pas ces petits poissons qui vont avoir le plus de mercure. Parce qu'après, les petits poissons qui se font manger par les moyens et les gros, ça veut dire que les gros poissons, au final, eux, ils sont un peu plus riches en mercure. Donc, voilà, il ne faut pas manger, par exemple, tout le temps que du thon, ou tout le temps que du saumon. Voilà, ça c'est des poissons. Alors je dis pas qu'il faut pas en manger, hein. Je dis juste qu'il faut pas manger tout le temps énormément, parce que ils sont un peu plus riches en mercure quand même. Voilà. Alors après, pour les sportifs, ce qui est très très important, c'est les glucides. Bon, c'est les sucres. Mais il va y avoir une subtilité dans les sucres, c'est qu'il va falloir avoir des sucres de bonne qualité. Alors j'adore cette... Moi, elle me fait rire, celle-là. Bon, je ne suis pas là pour dénigrer le Nutella, je dis juste qu'on est dans des sucres qui vont être pas forcément ceux que je vais conseiller. Mais si vous aimez le Nutella, mangez-en. Mais par contre, bon, c'est du sucre rapide, c'est des huiles d'assez mauvaise qualité, on va dire. Après, j'ai rien contre le coca non plus, franchement. Mais juste qu'il faut savoir que quand on boit des sodas ou des jus de fruits ou autre, en fait on mange du sucre. Ça il faut... Alors sans sucre c'est un peu compliqué parce que... Enfin moi je suis pas trop pour, quoi. Parce qu'il reste dedans l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique pour les os, franchement c'est pas un ami. Hein. Voilà, donc si vous avez envie d'en boire, hein, vous en buvez, mais... Moi, c'est très addictif en fait, cette boisson. Moi, je connais des gens, dernièrement, enfin l'année dernière, il y avait un gars, il buvait 5 litres par jour. De coca, 0. Mais même 5 litres d'eau, c'est affreux, quoi. Mais, voilà, mais parce que comme c'était 0, pour lui, il ne boit pas de sucre. Mais c'est quand même une addiction, on est dans un mode un peu addictif.
Voilà, donc ce déséquilibre nutritionnel, il passe d'abord par cette quantité de sucre qui est, à mon avis, trop rapide. Et il vaut mieux penser à du bon gras que du mauvais sucre, quoi, en fait, pour être en bonne santé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Après, la douceur, ça fait partie de la vie aussi, hein, on ne va pas l'enlever. Donc, moins vous mangerez quand même de produits industrialisés, ça sera bien. C'est-à-dire que, enfin, c'est triste ce que je dis, parce que ça veut dire que je favorise pas la lutte contre le chômage, quelque part. Parce que si je suis en train de dire n'allez plus jamais au supermarché, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui bossent? Mais bon, on s'en fiche, on est là, on est une centaine. Plus vous irez au marché, plus vous irez acheter des choses dans des circuits courts, et moins vous achèterez des choses emballées, et à mon avis, mieux c'est. Bon, c'est le message qu'il faut faire passer, quoi. Donc là, par exemple, je vous montre un autre menu, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous pensez que c'est équilibré ou pas, adapté au sport? Ouais, plutôt pas, ben oui, c'est ça. Donc là, on est très animal, parce qu'on est jambon, beefsteak, camembert, crème. Hein? Et il manque donc les frites. Et l'intrus, c'est quand même la salade, quoi. Ah, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, les gens, symboliquement, ils disent « Ouais, mais j'ai bouffé de la salade ». En fait, il y a 30 grammes de salade. Alors que tous les jours, on devrait manger 500 à 600 grammes de légumes. Donc, la salade, c'est vraiment psychologique. Bon, après, c'est bon, hein, je dis pas que c'est pas bon, mais... Bon, voilà. Allez, carton rouge, c'est parti. Ensuite, alors là, par contre, je vais basculer sur le sport un peu... pas au niveau, mais... Comment dire? La réalité énergétique, c'est que si, par exemple, vous faites beaucoup de sport, vous allez avoir besoin de manger beaucoup. Et ça se complique un peu parce que vous prenez un adolescent, je sais pas, vous prenez un adolescent qui grandit, mais il vous mange tout dans le frigo, ça coûte très cher, quoi. Et alors, si en plus il fait beaucoup de sport, enfin, moi je sais pas, tous les jeunes que je vois, nageurs, triathlètes ou autres, qui sont à 17 ans, mais c'est incroyable ce qu'ils peuvent manger. Donc, spontanément, ils ne vont pas avoir envie de manger des fruits et des légumes, parce que si vous prenez 4000 calories, ça commence à être pas mal, hein. Il faut quand même... Si on mange quelque chose de très équilibré, il faut manger 3 à 4 kilos de nourriture par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup. Alors si vous faites 600 grammes de légumes et de fruits par jour, ça fait que 200 à 300 calories. L'avantage des fruits et légumes, c'est que c'est pas beaucoup de calories. Mais si vous prenez quelqu'un qui en a besoin de beaucoup, et il va pas avoir envie de manger des fruits et des légumes, parce qu'il sait que ça va pas le nourrir, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc la tentation de manger des aliments très caloriques, elle va être tout le temps présente, donc il faut le respecter. Donc moi je dis toujours aux enfants ou aux gens qui ont besoin de beaucoup, mange ce que tu as besoin, mais par contre rajoute les fruits et les légumes. Rajoute-les, débrouille-toi, mets-les en plus, fais des jus, je sais pas quoi, démerde-toi, mais parce que ça va être compliqué, on peut pas faire un triathlon à un mec en lui faisant manger des haricots verts et des fraises, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc, l'idée, c'est que au niveau des micronutriments, ça risque d'être un peu pauvre. C'est là où, des fois, moi, je suis amené à complémenter, hein, parce que je ne peux pas faire autrement. En revanche, si vous avez une alimentation qui est quelqu'un qui mange très équilibré, beaucoup de fruits et légumes, ben, des fois, la complémentation, elle va aller vers, justement... des sucres, des protéines, parce qu'il en manque. Donc ça, c'est quelque chose qui est très individuel, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que si vous êtes au contact de gens, ou vous-même, hein, qui s'entraînez beaucoup, il vous faut respecter le fait que vous ayez besoin de calories, quoi. Et les calories, c'est pas dans les fruits et légumes. Donc il faut se débrouiller pour les ajouter au reste. C'est clair ou pas? Ouais, super. Donc, ce que je dis, c'est que parfois la diététique, justement, c'est de ne pas faire de la diététique. C'est qu'il faut respecter quelque chose qui est de ne pas faire tout le temps de diététique. Moi, je vois par exemple des gens en vélo, les mecs avec des perfs incroyables. Mais le gars, il monte pas très bien l'école, et du coup, bon, il se dit, je perds un peu de poids, c'est bien. Il prend le livre de Jeannie Longo.
Il se dit, bon, super, Jeannie Longo, quand même, c'est pas que... Bon, voilà. Et il fait tout comme elle. Donc après, il mange des graines, il lui pousse pas des ailes, mais presque. Hein. Il ne fout que des graines, machin. Le mec, le sportif, il perd 6 ou 8 kilos. Et alors, il montait un peu mieux, mais quand on a fait faire, par exemple, un VO2 max, pour voir sa puissance, sa PMA et tout ça, il appuyait plus sur les pédales. Il n'avait rien, parce qu'il a perdu du muscle. Il a perdu vraiment la capacité à appuyer sur la pédale, quoi. C'est aussi bête que ça. Donc il est perdant. Donc il se demandait s'il n'était pas malade. Ils ont commencé à investiguer une pathologie musculaire, avec chercher les enzymes et tout. Enfin, je me glorifie pas en disant ça. Je dis juste que quand j'ai discuté avec ce gars à la consulte, mais j'ai dit mais ça c'est normal. Il faut récupérer du poids, il faut se muscler, il faut manger. Tu vas voir, tu vas appuyer sur les pédales. C'est ce qui s'est passé, c'était certain. Donc voilà, l'idée de copier un champion et de ne pas respecter le fait d'avoir besoin de manger, ça peut être plus délétère que le reste. Donc, moi j'ai des parents aussi qui m'amènent leur enfant en disant il est très fatigué, donnez-lui des vitamines. Il est très fatigué, il manque d'énergie, donnez-lui des vitamines. Mais les vitamines, c'est pas énergétique. Les vitamines, c'est non énergétique. Je ne sais pas si vous me suivez, les vitamines, c'est quelque chose qui aide à... Mais je lui dis, mais il faut le faire manger, quoi. Donnez-lui des patates, du riz au lait, des crêpes. Ah bon? Mais oui, allez, il faut le faire manger. Il est trop fatigué, ce gamin, quoi. Donc il s'entraîne, il dort mal, enfin c'est tout un enchaînement, quoi. La réalité, c'est celle-là. C'est que, par exemple, une petite poignée de cacahuètes, c'est égal à quasiment 1 mètre de concombre. Ou 75 tomates cerises. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, des fois, je ne dis pas qu'il faut bouffer des cacahuètes, mais il vaut mieux manger un gros paquet d'amandes, parce que ça va apporter beaucoup d'énergie, que de vouloir être diététique à fond et manger que des tomates cerises. Vous me suivez? Voilà. Par contre, s'il veut perdre du poids, vaut mieux manger quand même le concombre, hein, on est d'accord. Mais là, j'étais dans l'énergétique. Hein. Alors maintenant, on va attaquer un chapitre un peu rude, hein, je vous avoue. C'est les vitamines. Non, je déconne. C'est trop compliqué. Là, on finit à minuit si on fait ça. Juste vous faire, au niveau des vitamines, on ne va pas se compliquer la vie. Il y a des aliments qui sont des concentrés de vitamines. Donc, dans votre alimentation, si vous arrivez à mettre ça assez souvent, c'est-à-dire des fruits secs, des fruits oléagineux, des fruits de mer, si possible, bon, du foie ou bon, si on aime, et des légumes et des fruits. S'il y a ça, les vitamines, il y en a, hein. Il y en a, mais beaucoup, et tout le temps. Mais il faut que ce soit quelque chose de récurrent. Il faut que ce soit les fruits, les légumes, enfin, il y a des corbeilles, tu vois, où... T'en manges les fruits secs, t'aimes bien? Les amandes? Tu les aimes? Alors mange-en, ça c'est bien. Mais si je suis venu que pour lui, déjà, c'est bien. Non mais voilà, c'est très important. Alors, un point sur la récupération, parce qu'il y a quelque chose... Bon, s'il y a des sportifs, la récupération, ça parle. La récupération, c'est super important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, par définition, c'est un déséquilibre. On ne peut pas progresser si on ne se déséquilibre pas, quoi. Si on reste toujours à l'équilibre, ça marche. Enfin, on ne progresse pas. Si dans l'entraînement, vous faites toujours pareil, eh bien, on s'entretient. Mais si vous voulez, à un moment donné, progresser, il faut forcer un peu la machine, c'est une obligation. Si on considère que, par exemple, être en bonne forme tout le temps, ça peut être une progression, puisqu'on devrait normalement perdre de la forme. Je ne sais pas si je m'entends. Par exemple, sur 10 et 20 ans, si vous restez toujours en forme, ça veut dire que vous augmentez la performance. Mais par contre, peut-être vous n'avez pas augmenté votre temps, vous n'allez pas plus vite. Mais on s'en fout, ça c'est déjà de la performance. Mais un sportif qui veut gagner des minutes, où il est obligé de se déséquilibrer. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est pas le stress de la vie, hein, c'est du stress cellulaire, oxydatif. C'est-à-dire qu'il faut bousculer l'organisme. Et quand on a une bonne nutrition, du repos, on revient à l'équilibre. Ça, c'est la progression. Ça, c'est la récupération. On bouscule son organisme, on le déséquilibre. Quand il revient à l'équilibre, ça, c'est de la progression.
Si ça ne revient pas à l'équilibre parce que justement on s'alimente mal, on dort mal, on se surentraîne, eh bien ce qui se passe c'est que les gens se blessent plus tôt ou bien sont fatigués plus tôt et forcément c'est ce qu'on appelle le syndrome de surentraînement ou le surentraînement. Donc ça c'est important de comprendre que la nutrition elle aide tout le temps à récupérer quoi. Ce qui est très important aussi, c'est que tout ce qu'on vient de se dire avant, c'est déjà de la récupération. Mieux on se préparera à une épreuve ou à un entraînement, c'est déjà de la récupération, d'accord? Donc, ça c'est un peu compliqué, mais si on mange de manière équilibrée, on aura des réserves de glycogène, ça s'appelle, c'est-à-dire une énergie qui est disponible pour l'effort. Ça c'est super intéressant. Ce qu'il faut, c'est être bien hydraté. Ça favorise la récupération. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la récupération précoce. Si vous faites une épreuve qui vous semble quand même difficile, un entraînement en fractionné, ou une épreuve assez longue, ou 1h30 de course à pied ou 2 heures, je sais pas, quelque chose qui vraiment vous fatigue, dans la demi-heure qui suit, voire l'heure, il vous faut consommer quelque chose. Parce que ça favorise vraiment la récupération. Pourquoi? Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à l'arrêt de l'entraînement, l'organisme, il va fabriquer plus de muscles. Il va resynthétiser des réserves. Il va fabriquer du tendon plus vite qu'à un autre moment. Donc il faut profiter de ce temps-là pour apporter à manger. D'accord? Et l'idée, alors bon, ça c'est un peu compliqué, mais l'idée à retenir, c'est que si vous associez un tout petit peu de protéines avec des sucres, des glucides, ça c'est la meilleure des solutions. Si vous buvez juste après, et encore, jusqu'à ce que vos urines, bon c'est comme ça, hein, soient claires, ça veut dire que vous avez bien réhydraté votre corps. D'accord? Les urines, c'est un témoin très fiable, hein, franchement, de l'hydratation. Donc l'idéal, alors, chez les sportifs de haut niveau, l'idéal, c'est souvent d'associer de l'alimentation traditionnelle avec une boisson de récupération, par exemple, que peut fabriquer un laboratoire, parce que c'est quand même très pointu. Mais là, on est quand même dans le sport de haut niveau, quoi. Bon. Par exemple, si vous prenez un petit bout de pain avec du jambon et un fruit, ça c'est génial. Si vous prenez une banane, et puis un petit peu de jambon, et puis, je sais pas, du pain encore. Ça, c'est parfait. Si vous prenez un yaourt avec de la compote, et puis 2-3 biscuits, ça, c'est parfait. C'est de la récupération. Il y a un peu de protéines, un peu de sucre, vous voyez? Si vous associez fruits et laitage, par exemple, ça, c'est de la récupération. Voilà. Alors sur les acides aminés spécifiques, j'avance un peu, ça vous intéresse quand même, parce que là ça devient un peu plus pointu. Les acides aminés, vous savez, hein, c'est quand vous coupez une protéine, vous prenez n'importe quoi, de l'œuf, vous la coupez, vous avez des acides aminés. Ça dans le corps, ça refabrique du muscle, des cheveux, de la peau, tout ça, donc c'est très important. Il n'y a jamais rien qui a montré que des acides aminés spécifiques amélioraient la récupération ou l'immunité. Donc le message juste sur cette phrase, c'est que n'allez pas forcément acheter ou conseiller des acides aminés à prendre, quoi. En règle générale, on n'a pas forcément besoin. Sauf si vous êtes dans quand même l'endurance, l'ultra-endurance ou beaucoup de musculation, il y a quand même des acides aminés qui sont intéressants, qui s'appellent des acides aminés ramifiés ou branchés. Bon, ça c'est en anglais. BCAA, ça s'appelle, là j'ai fait une faute d'orthographe, pardon, c'est BCA. Donc ça peut être quand même intéressant, mais ça se discute individu par individu, quoi. Bon voilà, ça vaut le coup d'aller regarder ça, mais en fait c'est ce qu'ils mettent dans des boissons de récupération de qualité, ils mettent un peu de BCA. Bon. Ça effectivement, ça a fait la preuve que c'était intéressant. Cette fameuse leucine là, par exemple, on en a besoin de 8 grammes par jour. Quelqu'un qui mange beaucoup, quelqu'un qui a 3 ou 4 000 calories, qui mange suffisamment de protéines, enfin de la viande, il aura la leucine déjà, il y aura déjà beaucoup d'acides aminés. Moi je parle pour quelqu'un qui aurait, finalement, qui mangerait moins,
qui s'entraîneraient beaucoup à un moment donné. Par exemple, si c'est des régimes un peu végétariens, c'est un peu compliqué, il va manquer un peu de BCA à mon avis. Hein. Mais là c'est bon, c'est un peu pointu. De fait, parfois s'il y a beaucoup de musculation, beaucoup d'endurance, on peut être amené à prendre un petit peu de protéines, mais pas n'importe laquelle, celle qui est issue du lactosérum. Et vulgairement, tout le monde dit ouais, tout le monde dit la whey. La whey, c'est simplement un mot anglais, mais qui veut dire que c'est une fraction du lait qui est le petit lait, ou le lactosérum. C'est une protéine qui est un peu plus rapide, du coup en récupération, c'est intéressant. Voilà, donc, mais là, bon, il faut étudier un peu au cas par cas, quoi. Je ne sais pas si vous allez retenir ce que je dis, et moi, à mon avis, il y a pas mal de gens qui s'en moquent un peu, mais bon, peut-être que je parle à quelques-uns, je ne sais pas. En tout cas, vous pourrez pas poser des questions tout à l'heure si ça vous intéresse. Il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la glutamine. La glutamine, ce n'est pas un acide aminé essentiel. Ça veut dire qu'on sait le fabriquer. Et la glutamine, c'est l'acide aminé qui nourrit l'intestin, enfin qui nourrit les petites cellules qui absorbent. Donc juste si il y a des gens qui sont très très sportifs et qui ont fait une éviction, par exemple, des produits laitiers, parce que c'était justifié ou pas, ou qui n'avaient plus envie d'en boire, il faut savoir que la glutamine, elle est quand même contenue là-dedans. Donc le risque, c'est de manquer de glutamine alors qu'on s'entraîne énormément. Du coup, il va manquer un peu de nourriture du tube digestif. Ça aussi, ça se regarde un peu en individuel. Alors, un truc, il vous faut retenir ça, c'est les œufs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'en pense beaucoup, beaucoup de bien, et depuis très longtemps. J'ai jamais dit à personne de ne pas manger des œufs à cause du cholestérol. Et je suis trop heureux de ça, parce qu'effectivement, je pense que j'avais raison. Bon, il ne faut pas manger 10 par jour, évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, je vous apprends rien, il y a du jaune et il y a du blanc. La phosphatidylcholine, c'est contenu dans le blanc. Et c'est un composé qui rentre dans la composition de l'acétylcholine, c'est un neuromédiateur. C'est super important, c'est un truc qui est vraiment très 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 intéressant. Donc, moi, je conseille un truc très simple, quoi. Si vous vous entraînez beaucoup, hein, que vous êtes amené à manger beaucoup d'œufs, il y a beaucoup de gens qui virent les jaunes, ils mangent que les blancs. Gardez les jaunes et vous faites des flancs. Mais ça veut dire que ou vous mettez du lait ou un lait végétal avec un jaune d'œuf et du sucre de bonne qualité, mais c'est génial pour la récup, il y a tout ce qu'il faut. Et le blanc, vous le mangez comme de la protéine, par exemple le matin. Ou alors, vous en mettez pas, vous mangez les œufs entiers. Pourquoi pas? Mais c'est franchement, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas faire d'apartheid anti-jaune. D'accord? Voilà, il ne faut pas être raciste hein, sur ce coup-là. Je ne parle pas des Chinois, hein, je parle du jaune d'œuf. Bon, enfin, les Chinois, je n'ai rien contre eux non plus. Mais voilà, c'est un conseil simple, hein, mais je vous jure, voilà. Par contre, les œufs, il faut prendre, ça c'est sûr, des œufs de bonne qualité. Si vous connaissez les poules, ben, d'un ami où vous avez des poules, alors là c'est le top. Sinon, il vous faut prendre des œufs, sur la coquille, il y aura marqué 0, hein, voire 1, mais 3 ou 4, franchement, vous évitez quoi. Hein, ou alors des poules que vous connaissez d'une ferme, voilà. Mais ça c'est super important, hein, parce que ce que la poule elle aura mangé, c'est dans l'œuf. Hein. Donc si elle mange pas bien, l'œuf, c'est pas cool. Ensuite, quelque chose qui est important, c'est que pour la récup, il y a un système qui alcalinise qui est intéressant. C'est par exemple des eaux qui contiennent des bicarbonates. Bon, moi je ne fais pas de pub, mais comme c'est la plus riche, Vichy, bon voilà. Et les fruits et légumes, pareil, ils ont des capacités de limiter les acides. Ça franchement c'est intéressant. Donc ça, ce tableau, il montre que, vous voyez, les légumes, ils ont des... Bon, je vous passe les détails. Eux, légumes, fruits, auront tendance à limiter les acides. C'est comme une piscine, hein. Vous savez, là, il faut, pour que l'eau elle soit bonne, il faut que ce soit équilibré. Ben, nous, c'est pareil. Par contre, les viandes, fromages,
C'est des choses qu'il faut limiter parce que ça a tendance à acidifier. C'est toujours la même histoire, hein, on est toujours dans le même équilibre. Hein. Voilà. Alors, l'eau, on est obligé d'en parler. Hein. J'ai encore 10 minutes ou pas? 5? Allez, 5. L'eau, c'est super important. Si vous voyez la composition qu'on a en eau, on est quelqu'un qui pèse 70 kg, il y a 40 litres d'eau. Ce qu'on a le plus en nous, c'est de l'eau. Hein. Donc, il faut le respecter. Donc en plus en ce moment là, là il faut vraiment pas hésiter. Mais un bilan hydrique équilibré, c'est quand même autour de 1,5 litre, 2 litres, 2,5 litres, 3 litres. C'est-à-dire qu'il faut forcément compenser les sorties. Les sorties, c'est les urines, c'est la transpiration. Donc il faut forcément boire autant que ce qu'on perd. Ça c'est une évidence. Voilà. Bon, en ce moment j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, les conseils que vous pouvez donner très simplement, c'est que si à l'école, si tu fais beaucoup de sport, il faut que tu t'amènes une bouteille. Si les gens sont en voiture, il faut pas hésiter, il faut qu'ils aient des bouteilles dans la voiture. Au travail, c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de... Par contre, il y a des gens, on en discutait tout à l'heure, hein, qui boivent moins que d'autres. Ça existe, hein, il y a des gens qui ont besoin de boire plus que d'autres. Il faut savoir que les fruits et les légumes, ça hydrate forcément. Quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et de légumes, il a moins soif que quelqu'un d'autre. C'est normal, hein. C'est déjà... Alors, pour les sportifs cette fois-ci, quelque chose de très important en pré-compétition. 5 minutes, je ne vais pas prendre plus, t'inquiète. Ce qui est important, c'est que simplement, hein, il faut choisir les aliments qu'on va manger juste avant de faire une épreuve. Ça, c'est pas compliqué. Mais il ne faut pas tout miser là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je vois, ils font n'importe quoi. Et ils se concentrent sur le dernier repas. C'est déjà trop tard. Dernier repas, ça ne viendrait pas l'idée, j'espère. Autant les sardines à l'huile, j'ai dit que c'était bien. Mais franchement, manger les sardines à l'huile avant une épreuve, ça reste 8 heures dans l'estomac, ce truc-là. C'est génial, mais pas pour faire une épreuve. Donc voilà, donc il faut choisir des aliments qui se digèrent rapidement. C'est pas très... Si vous coachez des gens, il vous faut... Enfin, moi, je fais ça, après, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Il faut éviter la superstition, C'est-à-dire que moi, j'évite de mettre de la superstition dans les aliments. Parce que les sportifs, c'est toujours pareil. On a le t-shirt qui fait gagner, les chaussettes qui font gagner. Alors, si en plus, on se rajoute la barre de machin... Imaginez, j'ai oublié la barre de céréales. Oh là là, merde, c'est celle qui... Bon, c'est foutu. Donc, moi, je ne mets pas de superstition dans la bouffe. La règle, par contre, qui est très importante, c'est celle-là. C'est le produit en croix. Pourquoi? Parce que si vous fabriquez une boisson de l'effort, ça, par contre, c'est important. Il faut que cette boisson, elle puisse passer rapidement dans l'organisme. Et ça, c'est une histoire de concentration, de dilution, c'est une histoire de température. Donc, moi, je vous conseille, si vous utilisez une boisson du commerce, il ne faut pas faire à la Bisto des Nas comme ça, et faire juste qu'elle vous plaise au goût. Il faut calculer pour que, pour 1 litre d'eau, il n'y ait pas plus de 40 grammes de sucre. Ça veut dire qu'il faut savoir faire un produit en croix. Je mets tant de poudre, ça me donne tant de sucre, pour tant de quantité. Si vous vous occupez des gens qui font de l'endurance et l'ultra-endurance, il faut apprendre à consommer quelque chose très régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles digestifs, parce qu'en fait, quand ils s'alimentent, c'est déjà trop tard. C'est vraiment trop tard. Donc, peut-être dès les premières 20 minutes, 30 minutes, si l'épreuve doit durer 4 heures, 5 heures, 8 ou 10 heures, si les gens ne font pas ça, c'est compliqué, Voilà, alors pour finir, très très vite, je vous parle, j'avais juré que je le ferais, mais je vais faire vite, c'est l'acte alimentaire. Là, j'ai parlé beaucoup de biochimie, de protéines, mais manger, c'est pas que ça. Pourquoi mangeons-nous? C'est quand même quelque chose qui a une dimension biologique, c'est la faim, ça je suis d'accord. Mais c'est très social. Quand on va aller là-bas, on va aller grignoter, on va discuter en mangeant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, partager, voilà. Et puis quelque chose, la dimension un peu psychologique, émotionnelle, elle est capitale. Le plaisir dans la bouffe, c'est, comme disait Montaigne, là, c'est la prime accordée par la nature au bon fonctionnement du corps. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir,
Donc la culpabilité et tout ça, si vous pouvez la laisser de côté. Donc manger, c'est pas neutre, quoi. Et des fois, ça ne veut pas dire qu'il faille toujours respecter l'équilibre alimentaire. De temps en temps, il faut le déséquilibrer parce que ça fait du bien. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Les frites tout à l'heure, eh bien, pourquoi pas, et bien voilà, les frites. Ou bien de temps en temps de l'alcool, eh bien, pourquoi pas, bon, c'est pas très bon, je sais. Je fais pas l'apologie de l'alcool, je dis juste que si ça arrive, c'est tout. Bon, voilà. Donc il ne faut pas forcément se taper sur les doigts. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de se réconcilier avec la nourriture. Et voilà, il faut... Est-ce que la gourmandise, c'est un péché capital? Moi, je suis vraiment pas sûr. Voilà. Donc là, on a parlé pour tout le monde. Après, ce qui est important dans la nutrition, c'est que, en principe, ça ne parle qu'à une seule personne. Chacun est différent. On n'a pas le même âge, pas le même sexe, pas la même activité. Donc c'est un peu compliqué parce qu'après, c'est quand même très individuel. Donc il y a des accompagnements qu'il faut savoir faire, si quelqu'un en a besoin. Et il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « J'entends et j'oublie ». Ça veut dire que là, vous allez oublier beaucoup de choses que j'ai dites. Vous avez vu des trucs, donc vous allez vous en souvenir un peu, mais il n'y a que quand on fait les choses qu'on les comprend. Et ce qui est très important, c'est que la théorie et la connaissance, à mon avis, ça sert strictement à rien. Enfin, à rien. Il n'y a que quand on est dans la pratique qu'on devient compétent. Et la compétence, alors là, par contre, elle sert à quelque chose, parce qu'on peut savoir tout et rien faire. Voilà, donc l'idée pour moi, c'est que si tout le monde arrive à faire ce qu'on s'est dit ce soir, et qu'on est amené à prendre le moins de médicaments possible, franchement, on aura passé une belle soirée, quoi. Ensuite, sur l'alcool, moi je conseille un verre, d'accord? Bon, après, c'est de choisir le verre, hein, et ça c'est quand même, ça c'est la stratégie. Hein. Je vous remercie de votre attention et j'adore cette photo. Et ça c'est quand même la plus belle des conclusions, c'est que si on peut éviter, il faut essayer de bouger. Même si on peut bouger qu'un peu, ben, il faut essayer de bouger.